Charlène nous a rejoint. Alors je vais couper la musique. On va enlever les inscriptions à l'écran. Alors je commence à plus avoir la notion de l'heure. 16h, voilà. 16h. Il est 16h. Nous sommes à l'heure, pas de souci. Je crois que c'est la quatrième séquence. Alors, donc la musique est coupée, ça c'est bon. Le micro est branché, on nous voit à l'écran. Alors, un retour à Delphine qui a posé une question sur le rapport au temps à l'intérieur du couple. Eh bien, Delphine, je garde cette question pour la séquence de 22h avec Adeline, qui est consultante en relation amoureuse. Et justement, on lui posera cette question parce que pour Caroline, c'était plutôt la question de la gestion du temps au point de vue individuel. Mais n'en reste pas que ta question est super intéressante. Alors maintenant, on passe à l'atelier sur le travail. Je réouvre mon conducteur si j'arrive à le trouver rapidement. Et il est là. Et pour aborder le sujet du travail, hop, donc vous l'avez vu, elle est à côté, c'est Charlène. Bonjour à tous. J'en profite pour rebondir. En effet, comme le disait Caroline tout à l'heure, le travail, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, prend beaucoup de temps en termes d'organisation. Oui. Et en termes de démarche, de recherche de travail aussi. C'est plutôt l'objet d'aujourd'hui. Parce que justement, si on a choisi d'inscrire le travail dans ce thème général de comment réenchanter la vie, c'est parce que le travail, il a une importance énorme. Tout à fait. Dans l'épanouissement personnel, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, s'épanouir dans leur travail, oui. Et ne serait-ce... Alors, on parle du temps, mais de toute façon, c'est holistique, tout est connecté. Déjà, à partir du moment où il y a une activité dans laquelle on passe beaucoup de temps, oui. C'est forcément qu'elle est importante. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, on a un sondage à vous proposer. On va le mettre en ligne pour démarrer cette séquence. Alors, il est ici. On va mettre ce sondage en ligne. Et comme on l'a fait pour la séquence précédente, eh bien, vous pouvez y répondre. Bon, maintenant, c'est bien, parce que comme ça, on va regarder les réponses en direct, mais vous pouvez aussi y répondre tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble. Alors, il faudrait quand même que je l'installe sur le fil de discussion. Hop. Voilà. Et on va aller... Non, c'est pas ça. Ah oui, on fera le point là, à la fin de la séquence sur l'objectif de pleine conscience, l'objectif collectif de pleine conscience. Alors je cherche le sondage. Merci aux personnes qui ont répondu au sondage précédent. C'était assez bien réparti d'ailleurs il y avait 50% de personnes pour qui le temps et le manque de temps est toujours un problème. 25 personnes pour qui c'est parfois et 25% des personnes pour qui c'est jamais. Allez, on revient sur la séquence travail. La séquence travail, il faut juste que je la retrouve. Elle est là. Ah ben tiens, il n'y avait pas de titre. Heureusement que j'avais mis une image. Donc normalement, si vous avez cliqué sur le formulaire Google Forms, s'affiche devant vous une première question sur l'appréciation que vous avez de votre travail. Alors, votre travail ne vous convient pas, mais vous ne souhaitez pas en changer, ne vous convient pas et vous aimeriez en changer. Ou alors, votre travail vous convient et vous ne souhaitez pas en changer, vous le gardez, vous êtes très bien comme ça. Ou alors, il vous convient, mais... alors, je vois que il y a un petit gag qui n'y a pas la suite. En fait, il vous convient, mais vous souhaitez quand même en changer, c'est-à-dire pour avoir quelque chose de meilleur. Ça, c'est la dernière question. Et ensuite, si jamais vous êtes recruteur, s'il y a des recruteurs qui nous écoutent juste en ce moment, est-ce que pour vous, actuellement, recruter un salarié, c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que c'est moyennement facile?
Est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est impossible? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réponse qui arrive, mais on va surveiller ça de temps en temps. Charlène, si tu es d'accord. Bien sûr. Pendant le temps que nous allons passer ensemble. Allez, je vais remettre le moniteur. Ok. Alors, donc Charlène, eh bien, on va faire connaissance avec toi. Alors, tu es experte mentor chez le Mercato de l'Emploi. Tout à fait. Et alors, est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est que le Mercato de l'Emploi déjà dans un premier temps? Ça a un rapport avec le football? Pas Le du Mercato tout, absolument pas. On est sur, en effet, matching entre plusieurs, voire deux personnes, hein, mais on est surtout un réseau de consultants indépendants, de consultants de proximité, c'est-à-dire que moi je suis installée en tant que cabinet de recrutement sur Narbonne et j'accompagne les entreprises locales dans leur recrutement en CDI. Ok. Voilà. Et ce qui est à côté de expert, mentor, qu'est-ce que ça veut dire? Mentor, c'est que j'accompagne les nouveaux arrivants sur le métier de consultant en recrutement, sur l'Occitanie principalement, encore une fois de manière locale, pour les aider à démarrer leur activité et à performer dans leur activité. D'accord. Et bon, alors je sais que ça, c'est une activité que tu as lancée récemment. Tout à fait. Et donc avant, qu'est-ce que tu faisais? Comment tu es venu à ça? Alors j'ai été déjà consultante en recrutement salarié, en cabinet de recrutement comme en agence d'intérim. Donc je rappelle, cabinet de recrutement, on est sur des postes en CDI, agence d'intérim, on est sur de la mise à disposition de main-d'œuvre. Donc j'ai été consultante en recrutement salarié, j'ai été également professeur pour des niveaux supérieurs, donc à partir de BTS. Et les 4 dernières années avant que je m'installe en tant que cabinet de recrutement, j'étais formatrice. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui fait la particularité? Parce que des expertes ou des experts en recrutement, il y en a plein. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que toi, tu as une particularité? Tu as un truc que les autres n'ont pas? Oui, alors je suis une personne qui travaille sur la proximité et la personnalité. Alors la proximité, déjà moi je vais à l'encontre, je suis une personne qui me déplace dans l'entreprise au moins 1 à 2 fois. Une première fois pour rencontrer l'entrepreneur et l'entreprise et connaître son historique et sa vision. Et lors d'un deuxième rendez-vous pour la découverte de postes et surtout pour rencontrer l'équipe qui va accueillir la personne qui sera recrutée. D'accord, donc on continue la découverte avec toi. Et qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves? Je me sens utile, j'adore mon métier, j'adore la relation humaine. J'ai vraiment le sentiment d'être utile autant aux entreprises. Alors quand je dis entreprise, il faut le prendre au sens large, c'est peut-être une administration ou association. Donc j'accompagne les entreprises à réussir leur recrutement et leur intégration. Donc voilà, je me sens utile aux professionnels, mais également aux particuliers qui sont soit en démarche de recherche d'emploi, ou sont en démarche de j'ai un emploi, comme on l'a vu tout à l'heure dans le questionnaire, j'ai un emploi mais je préfère en changer et je suis ouverte à d'autres opportunités professionnelles. Donc moi l'objectif étant de trouver la bonne entreprise au candidat et également le bon candidat à la bonne entreprise. Ok. Bon, on en rigolait quand on a préparé cet entretien. Alors finalement des fois il y a des personnes qui font de leur passion un métier. Oui. Et qui font de leur passion, non ça va pas marcher ma blague si je commence comme ça, qui font de leur passion un travail. Et Charlène, elle a trouvé comment, elle fait du travail une passion. Donc, tout à fait. On ne savait pas qu'il y avait des passionnés du travail, mais on en a trouvé au moins une. Voilà, ça existe. Tout à fait, j'adore ce que je fais et en effet, j'ai pas besoin d'activités extra-professionnelles pour m'épanouir pleinement, moi. Oui. Alors, juste une précision technique. Par moment, je vais peut-être regarder mon téléphone ou regarder ce qui se passe du côté des questions des auditeurs. Donc, t'inquiète pas si j'ai l'impression de lâcher la conversation. Je broderai s'il faut. Voilà, je vais essayer de faire 2 choses en même temps, ce qui pour moi n'est pas facile. Voilà. Alors, tiens, un truc qu'on a oublié de faire avec Caroline qui était là juste avant, c'était le brise-glace. Mais bon, quand je vois qu'on a pile tenu dans le temps, finalement, il ne fallait pas le faire donc, avec elle. Mais nous, on va prendre le temps de le faire là. Juste pour apprendre à mieux te connaître, on va faire le jeu du remplaçant vacances. Alors,
C'est très simple. Admettons que tu partes en vacances pendant 2 semaines. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Quelle destination tu choisis? J'ai pas de destination privilégiée, par contre, au chaud. Ok. Une chose est sûre, c'est là où il faut ouais. s'habiller le minimum pour être le plus confort- efficace le plus confortable. et confortable possible. Alors, oui. efficace, ça veut dire que tu vas travailler pendant tes vacances. Je sens le truc. J'ai malheureusement cette habitude. D'accord. Donc, au chaud, ok. Oui. Alors, il se trouve que le métier d'expert en recrutement, c'est important. Les entreprises, pas parce que tu pars en vacances, elles ne s'arrêtent pas de tourner, donc elles vont avoir besoin de monde. Donc, tu as besoin de remplaçants. Donc, on va choisir un remplaçant. Mais tu ne sais pas qui sont les remplaçants, donc tu vas me donner des chiffres qui vont nous aider à déterminer qui vont être les postulants pour te remplacer pendant 2 semaines. Donc là, il faut que tu donnes 4 chiffres entre 1 et 48. 12. Alors, 12, donc c'est Taylor Swift. Tu connais Taylor Swift, la chanteuse? De nom, oui, j'allais Ok. dire, je crois, oui, d'accord. Pourquoi Voilà. pas, mais je la connais de nom uniquement. Ok, donc une chanteuse. Donc ça te donne une idée du métier qu'elle fait, voilà. Oui. Après, autre chiffre. 38. 38. Louis de Funès. Donc là, c'est bon? Oui, Louis de je Funès, connais, ok. oui, par contre, très bien. Ok, donc on en a 2. Encore 2 autres. 30. 30. Lenny Kravitz. Ah, j'adore. Ok. Donc je connais Bah, très c'est très bien. Il va y avoir de la préférence, j'ai Tout l'impression. à fait, oui. Et après, un dernier, sait-on jamais. Allez, 3. 3. Audrey Tautou. Je Ouais, connais, ok. oui. Alors, donc qui c'est qui sera, enfin, tu vois qui pour te remplacer, qui serait le plus à même de te remplacer là? J'ai envie de dire, Tu te sens comment? on est sur des profils plutôt artistiques, hein, Oui. ce que je ne Ouais, suis ouais, absolument pas. Ouais. Donc, Ouais, quoi, un Donc, peu ils vont- difficile. Ils vont mettre une touche d'artistique dans ton activité alors pendant que tu seras pas là. Oui, pourquoi Ouais. pas, pourquoi pas, en effet. Par contre, j'ai une équipe qui m'accompagne Ouais. aussi, hein, justement en tant que mentor, donc je préférerais leur confier à elle. Je dis à elle parce que pour Donc, ça l'instant, veut dire que tu veux pas j'accompagne choisir- des dames. Donc toi, Mais, tu choisis au hasard ou ouais, finalement, non, au hasard, ouais, non, ouais, je ouais, dirais ouais. Lenny Kravitz, Ok, tout simplement d'accord. parce que j'adore Ouais, cet artiste. Ok, C'est tout. ok, très bien. Voilà. Bon, et bien voilà, comme ça on en sait un peu plus même sur tes goûts musicaux. Oui. Voilà. Alors, tiens, regardons si ça réagit du côté des... Alors, on a une réponse, et donc ça fait donc forcément du 100%. Donc le boulot convient et ne souhaite pas du tout en changer. Et donc, Tant mieux. alors je ne sais pas si c'est une personne également qui bosse dans le domaine du recrutement comme toi, Mhm. ou si c'est Un chef quelqu'un... d'entreprise aussi Voilà. qui recrute, Oui, tout voilà, c'est simplement. ça, Oui. ouais. Mm. Ou si c'est quelqu'un qui imagine aussi les difficultés de recrutement ou pas. Mhm. Mais pour lui, le recrutement, enfin, pardon, excusez-moi, pour elle ou pour lui, le recrutement est difficile en ce moment. Donc ça, tu nous donneras aussi ton avis tout à l'heure, ton avis d'experte Bien sûr. sur la question. Alors, donc, il est 16h15. 16h15. Donc on a encore 40 minutes à passer ensemble, donc on va prendre notre temps. Quel est, à la fin de la séquence, qu'est-ce qu'on va apporter aux auditeurs? Est-ce que tu es venu avec des choses concrètes à leur offrir? Oui, je suis venue avec des choses concrètes. Non, je n'ai rien amené. Oui, ok. Mais je peux proposer des outils en termes de renseignements sur comment changer ou trouver du travail. Et s'épanouir pleinement dans sa vie. Ok, très bien. Voilà, donc ça c'est la promesse, vous l'avez bien retenu et on va tout faire pour vous l'apporter. Alors, qu'est-ce que l'on entend? Parce qu'on va, en fait, ce qu'on va faire là dans notre discussion, il faut aussi la voir comme un atelier. C'est-à-dire qu'on va amener plein de choses sur la table et en fonction de ce qu'on récupère, on verra si ça sert la promesse ou pas. Donc peut-être qu'on va explorer des pistes qui ne seront pas les bonnes, on reviendra en arrière. Et si également vous avez des questions à nous poser ou des remarques à nous faire, eh bien on surveille le fil de discussion tout le temps et donc on les prendra en compte. Alors, je reprends ma question. Donc, on a fait la promesse. Déjà, oui, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on entend par nouvel emploi?
C'est quoi un nouvel emploi? En fait, quelles sont les personnes qui sont concernées par la recherche d'un nouvel emploi? Quels sont les différents profils? Pour moi, il y en a deux. Il y a les personnes qui sont sans emploi et qui cherchent un emploi, ou les personnes qui sont en emploi mais qui ne sont pas épanouies et qui cherchent un nouvel emploi. Ok, d'accord. Donc là, comme ça, moi, ça c'est clair. Le sous-titre de cette séquence, c'est comment trouver le travail de ses rêves. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'un travail nous correspond? Ou si on n'a pas d'idée du travail de ses rêves, comment on fait pour le trouver, pour le dénicher? Alors, il existe différents types d'accompagnement, comme le bilan de compétences, pour faire un point. Donc, l'objectif d'un bilan de compétences, c'est faire un point sur sa carrière, sur ses appétences professionnelles, sur ses choix en termes de vie professionnelle et vie personnelle, et sur les possibles à venir en fonction de contraintes familiales, de contraintes d'organisation, de contraintes de trajet. Et voilà, on est accompagné par un professionnel pour faire un point et savoir ce vers quoi on peut aller. Après, deuxième point pour moi, le plus important, c'est aller vers une entreprise qui a les mêmes valeurs que vous. Du coup. Donc bien se renseigner sur l'entreprise, quelle est sa vision et savoir si elle vous correspond. Est-ce que ça te dit qu'on passe quelques minutes sur cette notion de valeur? Oui. Parce que dit comme ça, bon, valeur c'est un concept, ça apparaît même un peu flou ou voire philosophique. Oui. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une valeur d'entreprise? Est-ce que Oui, alors on peut découvrir l'entreprise à travers l'outil principal, c'est-à-dire le site internet, savoir les valeurs que l'entreprise met en avant. En général, elles sont sur la page d'accueil. Donc c'est assez rapide pour connaître ce vers quoi en tout cas ce pourquoi l'entreprise existe. Et également, lors d'un échange avec les dirigeants, à travers un entretien, la majorité du temps, et j'ai envie de dire, du coup, de par mon expérience, c'est à ce moment-là que tout se joue. C'est à l'entretien où ils voient si le recruteur et le recruté ont les mêmes valeurs et ont envie de travailler ensemble. Et un exemple de valeur, c'est par exemple une entreprise, j'en sais rien, une mutuelle qui dit la solidarité. Oui, par exemple. Oui. Après, là, dernièrement, donc j'ai un client dans les énergies renouvelables et j'ai un candidat qui n'est pas forcément expérimenté sur les énergies renouvelables. Par contre, voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur dans sa vie personnelle et il veut le développer dans sa vie professionnelle également. Donc, il est dans une phase de reconversion professionnelle pour aller vers ce secteur d'activité. Très porteur, d'ailleurs. Donc, il a entièrement raison, mais qui puisé, ça correspond tout à fait à ses valeurs. Donc, il va aller faire un métier en lien avec ce type d'entreprise. Alors, toujours sur les valeurs, si moi je viens te voir en tant que personne qui cherche un nouveau poste, un nouveau travail, et que je te donne une liste de valeurs où il y a 50 valeurs. Donc, j'ai envie de dire, il en faut 3 principales. Ouais. Donc j'augmente pas les chances de trouver un travail en arrivant avec plein de valeurs. Ben non, parce que on a tous nos propres valeurs et on n'en a pas 50. Voilà, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit vrai, que ça soit authentique. Voilà, c'est ça. Mais ça, qu'on s'y retrouve. Et alors, ok, très bien, j'ai noté, il en faut 3. Si j'arrive avec les 3 à la mode, mais qui ne me correspondent pas, est-ce que tu vas le détecter, ça, dans l'entretien? Il y a de grandes chances. Parce que de toute manière, les valeurs, j'ai envie de dire, des fois, on ne sait pas les nommer, tout simplement. Et on les découvre au fil des discussions. En entretien, moi, je suis plus sur le projet professionnel que sur la compétence technique de la personne. Donc, le projet professionnel, la personne va se livrer, en tout cas en tant que personne avant tout. Et on peut détecter justement les valeurs ou les compétences, en tout cas... on est toujours sur la compétence non technique, les compétences qui sont importantes pour la personne et vers lesquelles elle veut aller. Ok. Donc on peut très bien, on rentre en contact avec toi, on n'a jamais entendu parler de la notion de valeur, et finalement, quand on sort de l'entretien, je ne sais pas si c'est au bout du premier entretien. Non, c'est pas forcément l'objet, mais en tout cas, oui. On s'est posé la question et on a défini nos valeurs. Oui, après, moi je fonctionne à la demande de l'entreprise, donc c'est-à-dire que je reçois un entretien pour une entreprise qui m'a missionné sur un poste. Donc je vais voir si les valeurs du candidat correspondent aux valeurs de l'entreprise et dans ces cas-là, en effet, je vais présenter le candidat à l'entreprise et si ce n'est pas le cas, je ne le présenterai pas, bien évidemment. L'objectif étant de faire gagner du temps à tout le monde.
Et alors, question plus délicate, alors tu n'es pas obligé de répondre, hein, parce que il y a le secret professionnel. D'accord. Mais quand tu arrives, si jamais il y a une entreprise qui arrive avec des valeurs, et en fait, ce sont des valeurs d'affichage pour attirer des clients ou pour attirer des candidats, mais tu sens que ces valeurs, elles ne sont pas appliquées dans l'entreprise. Comment ça se passe dans ce cas-là? Ça va être difficile comme situation. Alors, c'est rarement le cas. Ouais. Souvent, le dirigeant, c'est lui qui a créé la structure. Donc, les valeurs, elles s'imposent par elles-mêmes, quelque part. Encore une fois, ce sont des valeurs qui sont souvent personnelles. On décide de créer son entreprise ou de s'installer justement par rapport à le secteur dans lequel on a envie de travailler et notamment en fonction des valeurs qu'on a envie de avec lesquelles on veut mettre en avant en tout cas. Donc non, je ne suis pas là pour juger les valeurs du dirigeant. Je suis là pour lui trouver la personne qui correspond à ses propres valeurs. Ok, très bien. Alors, on va continuer à partir du moment où il reste légal, bien évidemment. Oui. Donc, alors là, en fait, on vient de répondre à la question, qu'est-ce qui nous aide à mieux nous connaître pour savoir quel travail est fait pour nous? Alors, pour aider à mieux se connaître, il y a tout simplement les tests de personnalité. En effet, je travaille avec des tests de personnalité sur la plupart des postes que je propose. Alors, sur des postes d'agent de maîtrise ou de cadre plutôt, j'ai un outil, bien évidemment, un outil test de personnalité. Alors attention, le test de personnalité n'est pas là pour faire un état des lieux sur la personne, hein. Moi, je ne l'utilise pas dans ce sens-là. Il est objet à discussion, c'est-à-dire que moi, je demande à ce que le test de personnalité soit réalisé avant notre échange. Et à travers notre échange, justement, c'est là où je vais connaître la personne en disant ce en quoi il est plutôt en accord ou moins en accord sur ce qui est ressorti du test. Okay. Il a un nom, ce test de personnalité Je travaille avec une plateforme, oui, Suggest. D'accord, ok. Mais il en existe d'autres également. Il y en a plein qui sont disponibles sur Internet, etc. Et par exemple, dans ceux qui sont accessibles sur Internet, est-ce que tu en as conseillé? Non, non, là on est sur un outil professionnel payant. D'accord, ok. Donc une fois qu'on se connaît mieux, qu'on a appris à se connaître, qu'on a défini vraiment le travail de ses rêves, maintenant il y a la phase de recherche. Alors où est-ce qu'on trouve le travail de nos rêves? Pour moi, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est la réponse aux candidatures. On est sur Internet, on va sur les sites d'emploi, donc ce qu'on appelle les job boards. Donc il y a bien évidemment Pôle emploi, Météo Job, Région Job, Cadre emploi, Hello Work et d'autres. Donc la réponse à des annonces en fonction du métier qu'on veut exercer. Ou sinon, dans le sens inverse, on est sur la candidature spontanée où on va se diriger vers les entreprises dans lesquelles on a envie de travailler et proposer ses services. Donc là, on va aller à la rencontre, que ce soit par téléphone, par email ou en physique, déposer son CV et essayer de rentrer en contact avec la personne qui est en charge de recrutement pour intégrer cette entreprise qui correspond à ses propres valeurs. Ok. Donc un organisme d'État comme Pôle emploi, tu le places comment? Alors il est où là dans la liste que tu viens de donner? Pôle emploi, il diffuse les offres d'emploi. D'accord. Donc on est sur de la réponse à l'offre d'emploi, oui. D'accord, ok. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va creuser, on va regarder quelle piste tu préconises pour être efficace dans l'un et dans l'autre cas. Oui. C'est ça? Ok. Alors on commence par quoi? Peut-être le CV. Okay, tout simplement parce que dans les deux cas, en fait, le CV est indispensable. La lettre de motivation ne l'est plus. Donc, du coup, en tant que recruteur, aujourd'hui, on ne lit plus les lettres de motivation, tout simplement parce que le CV est remanié. Remanié dans le sens où maintenant un CV, donc on a bien évidemment le nom, prénom et coordonnées de la personne, on a un titre de CV, donc on sait sur quel métier elle veut se positionner. Et en dessous, on a quelques phrases de présentation qui sont quelque part un résumé de la fameuse lettre de motivation qu'on utilisait dans le temps. Donc on sait en 3-4 phrases ce pourquoi la personne postule. Ensuite, justement, avant on parlait uniquement d'expérience professionnelle et de formation. Aujourd'hui, sur un CV, on doit rajouter les fameuses soft skills, donc littéralement compétences douces. Pour l'expliquer, les hard skills, donc ce sont les compétences techniques. Pour reprendre tout à l'heure l'exemple du secteur de l'énergie renouvelable, un technicien en pose de panneaux solaires, du coup, on est sur de la compétence technique.
Par contre, sur ses capacités d'adaptation, sur ses capacités d'organisation, sur du management, par exemple, ce sont des compétences qu'il va mettre sur une autre colonne, je vais dire, par rapport à son expérience professionnelle. L'expérience professionnelle est là pour montrer l'expertise technique exercée dans une ou plusieurs entreprises. Et la compétence douce est là pour montrer les compétences acquises tout au long de sa carrière, professionnelle comme personnelle, ce qu'on a envie de mettre à disposition d'une entreprise, mais qui n'est pas forcément mesurable immédiatement ou à court terme. Alors, donc, on continue sur le CV parce que je sais que tu as plein de choses à dire dessus. Allez, donc le CV, est-ce que un CV qui fait plusieurs pages, c'est efficace? Non. Non. Si j'ai une super carrière, j'ai plein de choses à dire. Il faut savoir qu'un recruteur, encore une fois, que ce soit un chef d'entreprise qui recrute pour lui-même ou un recruteur en externe comme moi, passe moins de 30 secondes par CV. Donc il faut faire apparaître de manière très rapide et très efficace ce dont on a envie. Notamment, je prends l'exemple... Alors 30 secondes, alors attends, on s'arrête là. Tu dis donc 30 secondes sur un CV, c'est une moyenne, alors c'est-à-dire que c'est une moyenne. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des CV, si c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des CV où il va passer 1 minute, mais il y a d'autres CV où il va passer 5 secondes? Oui. Et qu'est-ce qui va être rédhibitoire sur un CV qui va faire qu'on l'écarte au-dessus en dehors du fait que ça ne correspond pas du tout, que le CV est envoyé, par exemple, avec le CV de cuisinier, si c'est pour poser des panneaux solaires. Voilà. Déjà, première chose. Ouais. Première chose, quelqu'un aujourd'hui, on sait très bien qu'on restera rarement 40 ans dans une même entreprise. Et ce qui fait qu'on a souvent plusieurs métiers, voire même. Dans la reconversion professionnelle est aujourd'hui assez classique. Donc on a plusieurs métiers. Et pour prendre l'exemple en effet cité ici, j'étais cuisinier, j'ai décidé d'opérer une reconversion professionnelle et je suis commercial. J'ai envie de dire, les expériences en tant que cuisinier, je ne dois pas voir 15 lignes de toutes les entreprises dans lesquelles il a travaillé. J'ai envie de dire, je travaille de 1990 à 2010, cuisinier, quelques exemples d'entreprises dans lesquelles il a pu exercer, mais ça doit être une ligne sur le CV. Par contre, tout ce qu'il a fait en tant que commercial, là, ça va être beaucoup plus intéressant et c'est là où il faut rentrer un peu plus dans le détail pour justement montrer sa valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc si moi j'ai cuisinier et une mise en avant des expériences de cuisinier pour un poste de commercial, j'ai envie de dire la personne elle n'a rien compris déjà. Donc à ce point-là, j'entends aussi beaucoup des personnes qui ont 30 ans ou 40 ans de carrière qui me disent oui mais moi donc un CV je précise il doit faire une page, voilà, non pas recto verso mais que recto. Pas 3 pages comme je te disais. Voilà, ouais. Une page recto. Oui, même si vous avez travaillé 30 ans. Que recto. Tout à fait. Donc j'ai travaillé 30 ans, 40 ans, oui, c'est peut-être moins évident de le faire entrer sur une page que quelqu'un qui a 25 ans, d'accord. Par contre, les expériences des années 1980-90 sur quasi n'importe quel métier n'ont aucune valeur ajoutée aujourd'hui. Donc autant condenser et résumer ces expériences anciennes ou qui ne sont pas en rapport avec le métier dans lequel on a postulé, autant les condenser un maximum pour mettre en avant ce qu'on a envie, c'est-à-dire soit les dernières années ou soit les expériences en lien avec le métier proposé. Ok. Si on continue sur cet aspect très concret, donc on a pris le cas d'un cuisinier ou d'une cuisinière, et qu'on va vers un poste de commercial ou commercial admettons que donc la personne était cuisinière avant, mais c'était une appétence quand même à être commerciale, elle a vraiment des aptitudes là-dedans. Donc, mais elle a passé une grande partie de sa vie dans ce métier. Aujourd'hui, elle veut changer. Elle fait une formation de commerciale. Elle va quand même être obligée de marquer qu'elle a été cuisinière quand elle va envoyer son CV. Il faut juste ne pas... il va consacrer beaucoup de place sur le CV. Et mettre plus de place sur la formation et sur sa motivation du coup en haut. Ou sur ses compétences. On va prendre comme exemple un vendeur qui veut s'orienter vers de l'administratif de l'accueil. De l'accueil dans un bâtiment, notamment dans un bâtiment tertiaire. Il y a des compétences qui sont transférables également. Okay. Dans la vente, on est dans l'accueil du client aussi. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, enfin en tout cas une compétence qu'on peut mettre en avant sur un nouveau métier qui est peut-être différent, mais en tout cas on a acquis des compétences durant son parcours professionnel qui ne sont pas, encore une fois, qui ne sont pas techniques,
par contre, qui peuvent être utiles, et les entreprises en sont friandes d'ailleurs, à la nouvelle expérience professionnelle. Ok. Donc, et donc la structure du CV, donc ça donne quoi? En haut, donc. Alors la structure du CV, moi je dirais donc les coordonnées, aucune importance, en haut, en bas, là-dessus aucune importance. Par contre le titre du CV, donc c'est le poste pour lequel vous vous positionnez. En dessous, quelques lignes de présentation de ce pourquoi vous postulez. Donc ce qui est la motivation, mais résumée en une phrase, quoi, c'est ça? 3-4. Ok. 3-4 quand même. Donc, une, c'est possible. Donc la lettre de 3-4. motivation n'a pas vraiment disparu, mais elle a intégré. C'est ça. Voilà, elle a intégré le CV, quoi, pour aller plus vite. Oui. Bah, on est, comme tout à l'heure, on est sur une gestion du temps pour tout le monde. Ne plus faire de lettres de motivation, ça fait gagner du temps aux candidats comme aux recruteurs là-dessus. Déjà. Et donc le CV, du coup un titre, quelques lignes de présentation, en tout cas de motivation surtout, le parcours, donc que ce soit en termes de formation comme d'expérience professionnelle, et les expertises, par exemple sur des logiciels, pourquoi pas, et sur les fameuses compétences acquises durant le parcours professionnel. Donc on est tout à l'heure, comme je disais, les capacités d'adaptation, d'organisation, l'empathie, la capacité à manager une équipe, le travail collectif. Bon, voilà, on est sur différentes compétences qui doivent être mises en avant. Et à travers cette mise en avant, j'ai envie de dire, on les valide à l'entretien, ces compétences. On peut écrire ce qu'on veut sur un CV, on est d'accord. Par contre, à l'entretien, bien évidemment, on va les pointer du doigt et savoir pourquoi elles sont mises en avant. Mais à partir du moment où elles sont mises en avant, je me dis que la personne a des choses à dire. Donc c'est à l'entretien qu'on va les découvrir. D'accord. Alors je surveille l'heure. Bon, voilà, je pense qu'on est bien. 16h33. On a encore du temps à passer ensemble. Comme ça, je me dis, on peut continuer aussi sur le CV, qui est quand même un outil important. C'est l'outil principal. Voilà, oui, tout à fait. Alors, donc, avant sur les CV, il y avait aussi la partie activité extra-professionnelle. Ah oui, mais et toujours, ça, bien sûr. on le garde aussi. Toujours. Oui. Ça, c'est quelque chose. Mais un chef d'entreprise, enfin un recruteur s'en sert de ça? Oui. Oui. Non, justement, pour les valeurs. Donc, moi, il m'est arrivé de voir des CV avec marqué activité extra-professionnelle, cinéma ou, je sais pas moi, randonnée. Voilà. Lecture, Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre ça ou non. Vaut mieux rien mettre Vaut mieux rien mettre. D'accord. Activité extra-professionnelle, on est soit sur des activités en compétition, ou en tout cas des activités très régulières. Qui demande du temps, de l'investissement. Oui, on est sur des... ça peut être régulier. Ça peut être toutes les semaines. Mais dans ces cas-là, il faut parler d'un... Voilà, oui. Et dans ces cas-là, il faut écrire quel type de film, pourquoi, faire rentrer un petit peu dans le détail. Cinéma, bon, voilà. Ça n'a pas un grand intérêt en tout cas. Ou plutôt cinéphile sur une catégorie de films spécifique. C'est comme lecture. Lecture, j'ai envie de dire, oui, ça peut être intéressant. Par contre, quel type de lecture? Sachant que... Alors tu me dis si je me trompe, mais moi j'imagine que le recruteur, alors que ça soit un intermédiaire comme toi ou le responsable d'entreprise, il s'en fiche de savoir qu'on est spécialisé sur les films coréens. Ce qui l'intéresse, c'est de voir jusqu'où on pousse sa passion, quoi. Tout à fait. Et que lui, ça se trouve, il n'a jamais entendu parler des films coréens. Oui. Mais c'est pas un problème. Alors il faut savoir que des fois, à travers les activités extra-professionnelles, il y a un lien qui peut se faire entre le recruteur et le recruté aussi. J'ai vu passionné de karaté. Par exemple, il s'avère que le chef d'entreprise est également passionné de karaté. Donc si, c'est des choses à mettre en avant, sait-on jamais, ça peut créer le lien en tout cas entre les personnes. Après, les activités, on est sur des activités sportives depuis tout à l'heure, ou en tout cas ludiques aussi, culturelles. Il y a aussi les activités de bénévolat qui sont importantes. Et là, ça montre aussi les valeurs de la personne en tant que personne. Ok. Sur le CV, alors il y a cette question. Je voulais la garder pour la fin du CV, mais bon, on t'en l'a posé maintenant. Donc tu m'avais parlé de CV vidéo. Alors moi, je trouvais ça complètement anecdotique. Oui. Et, malheureusement, c'est le cas. Oui. Mais toi, tu trouves que c'est un outil qui est intéressant. Oui. Alors moi, j'y croyais pas du tout. Alors vas-y, pourquoi ça serait intéressant? Et est-ce que tu as eu des preuves de ça? Oui. Oui. Du coup, pour être en veille sur mon métier de recruteur, tout simplement, je consulte des CV vidéo. J'en ai personnellement jamais reçu.
en tout cas sur mon activité de recruteur indépendant depuis quelques temps. Par contre, j'en ai eu vu de par précédente expérience, et pour ne pas dire, dans une des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, notre chargé de communication a été recrutée sur CV vidéo. Et c'est ce qui a fait qu'elle a été reçue, c'est qu'elle a fait une présentation d'elle et de son parcours à travers une vidéo où elle a retracé son parcours en l'espace de moins de 2 minutes. Il ne faut pas non plus que ce soit long, sinon ça n'a aucun intérêt. Et encore une fois, on ne prend pas le temps de le faire, de lire. Hein. Mais en tout cas, voilà, on voit la personne, c'est encore plus intéressant. D'accord. Parce qu'on a un premier contact, un rapport avec la personne. Alors là, dans l'exemple que tu donnes, on est quand même dans le domaine qui touche la vidéo, parce que c'est la communication. Oui. Mais ça marcherait aussi pour un cuisinier? Oui, pourquoi pas. Après, c'est moins pertinent. On est d'accord que sur un CV, on n'a pas les mêmes attentes en fonction du métier. Admettons, je recrute un graphiste, il est évident qu'il va devoir, c'est devoir, me fournir un CV original qui montre sa patte. Par contre, si on est sur un CV de cuisinier, en effet, j'attends pas forcément des merveilles sur un CV. Il faut être cohérent aussi avec le poste proposé. Ok. Et techniquement, comment ça... Parce qu'un CV vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'envoie par mail et on clique dessus, on tombe sur la vidéo YouTube qu'on a mis en ligne. Okay, ouais. Oui, ou sinon tout simplement lien vers la vidéo, un enregistrement classique. Oui, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne reçoit plus de CV en papier, on ne reçoit pas de courrier papier. Non. Ouais. Non. Donc forcément, tout est par mail, c'est plus facile. Oui. Ok, très bien. Si, ça me fait penser à un truc. On dit qu'on surveille les réseaux sociaux maintenant. Quand on recrute un candidat. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas mettre sur les réseaux sociaux pour pas présenter une image qui n'est pas complètement en décalage avec le métier qu'on vise? C'est propre à chacun. Ouais. J'ai pas forcément de règles là-dessus. En tout cas, je conseillerais de limiter les apports personnels sur les réseaux sociaux, qui doivent rester du confidentiel, parce qu'en effet, nombreux sont les employeurs qui vont visualiser le parcours personnel de la personne, ou en tout cas les comptes personnels de la personne. Donc on a le fameux LinkedIn où là on est sur du pro, et ça reste un outil de recherche de candidats également. Par contre, on est plus dans le cadre de la découverte du candidat. Dans certaines entreprises, oui, ils font une recherche, notamment dans les entreprises où il y a une grosse partie de secret professionnel, de confidentialité, de sécurité. Voilà, là, eux, oui, ils ont des professionnels dans leur entreprise qui vont aller chercher du coup le parcours de la personne en termes de pro comme de perso. Mais sinon, moi, par exemple, je le fais pas forcément. Par contre, c'est plutôt pendant le parcours professionnel, anecdote de ce matin même, déjà, c'est que du coup une personne en arrêt maladie, qui a posé un arrêt maladie dans l'entreprise, donc c'est un de mes clients bien évidemment qui m'en a parlé, un arrêt maladie, sauf que malheureusement ils sont amis sur Facebook et qu'elle a diffusé une vidéo qui est en train de faire du ski. Donc c'est plutôt ce genre de maladresse qu'il faut éviter. Ah oui, donc, oui. Mais sinon, non, à l'embauche, c'est pas toujours le cas. C'est quasiment le karma là, qui entre en scène là. Oui. Ouais. Mais c'est pas la première fois que je l'entends, malheureusement. Ouais. D'accord, c'est ça qui est génial avec le direct, c'est qu'on a les infos, voilà, j'ai tout de suite presque sorti. Ah oui, oui. Ouais. Il est 40, on a encore 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Là, pour le CV, est-ce qu'on a fait le tour du CV? Je pense. Après, s'il y a des questions, il n'y a aucun problème. Tiens, bon réflexe. Donc là, Delphine qui nous félicite pour la présentation claire, et puis Carole aussi pour le dialogue très intéressant. Merci Delphine. Merci Carole. Avec plaisir. Donc, ça y est, bon, on a le candidat qui a son CV. Ah oui, non, juste pour terminer sur le CV, est-ce que les chefs d'entreprise ont le temps de regarder les CV, ou est-ce qu'ils en ont marre? Est-ce que c'est une activité qui les saoule? Ça dépend de la taille de l'entreprise. Moi, je peux intervenir pour des petites entreprises comme pour des grandes. Pourquoi j'interviens? En général, dans la majorité des cas d'ailleurs, c'est le manque de temps, tout simplement. Le manque de temps, j'ai pas le temps de traiter, et encore une fois, pas plus tard que ce matin, du coup, un client, je dis un client parce que j'ai déjà travaillé pour lui en 2022, qui m'a dit oui, je reçois des candidatures, mais en fait, j'ai pas le temps de les traiter, donc je vous confie le recrutement. Ça fait combien tout simplement. Combien il en reçoit?
par exemple, en chiffres? Il ne m'a pas dit forcément Ouais, de chiffres, ok. donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas le temps de les traiter. Les artisans sont en difficulté. C'est des personnes qui sont sur les chantiers toute la journée. Le soir, ils doivent plutôt réaliser leurs devis, leurs factures, traiter des candidatures. C'est pas toujours évident, déjà. Et il y a aussi un problème de compétences. J'interviens aussi en entreprise, des fois pour des choix. J'hésite entre 3 commerciaux, il me semble, en tout cas en termes de compétences similaires. Par contre, il faut que je fasse un choix. Et le fait d'avoir un regard extérieur, objectif et professionnel aussi, bien évidemment, fait qu'on peut aider à la prise de décision. Okay. Est-ce que tu vas jusqu'à décharger mentalement le chef d'entreprise? Parce que quand tu présentes quelqu'un, alors tu présentes quelqu'un ou tu présentes plusieurs personnes, toi, pour un poste? Ça dépend des postes. Okay. Sur des postes pénuriques, si j'arrive à présenter une personne, déjà, lui comme moi, on est content. Okay. Par contre, sur d'autres postes... Si tu présentes 3 personnes pour un poste, est-ce que c'est une aide pour le chef d'entreprise de se dire, bon, mais comme ça, j'ai pas à dire non aux 2 autres? Oui, aussi. Oui, aussi, en effet. En effet, c'est moi qui ai la charge de répondre aux candidats, oui. D'accord. Et donc, on est sur du manque de temps, du manque de compétences aussi également. Et de l'expertise professionnelle. En effet, j'apporte des conseils aussi lors du premier rendez-vous sur un poste. Pour prendre l'exemple d'un de mes clients, donc il me missionne pour recruter encore une fois, secrétaire. Et en fait, au fil des missions qu'il m'expose, je lui dis non, c'est plutôt un assistant de direction qu'il vous faut, et non pas une secrétaire. Donc certes, le poste a beaucoup de points communs, mais c'est pas forcément le même métier en tout cas. Donc je suis là aussi pour apporter des conseils sur le poste et les missions proposées. Ok. Donc on a le CV. Donc la première chose à faire, enfin pas forcément la première chose à faire, mais en tout cas le premier cas de figure, c'est qu'on répond à une annonce. Est-ce qu'il y a des choses particulières à dire là-dessus? Si ce n'est qu'il faut être inscrit sur les plateformes, Alors, inscrit sur les plateformes, oui, c'est possible, parce que bien évidemment, moi, comme d'autres recruteurs, du coup, on a accès au CVTech. Donc, quand on n'a pas les candidatures suffisantes en termes de quantité ou de qualité de candidature, on va chercher dans les CVTech ou à travers les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, on va chercher, du coup, c'est là où on se positionne comme chasseur de tête, des candidats qui peuvent être potentiellement intéressants pour l'entreprise. On leur fait la proposition, qu'ils acceptent ou qu'ils refusent, bien évidemment. Donc après, il y a également donc, la candidature spontanée. Donc là, c'est au candidat à aller démarcher l'entreprise. Et après, il y a le contact avec les recruteurs locaux. Ok. Juste avant que tu évoques la candidature spontanée et les recruteurs locaux, est-ce qu'il y a un moyen d'être au courant avant les autres des annonces, des propositions de poste? De bouche à oreille, oui. Narbonne, par exemple, étant un grand village, il y a beaucoup de recrutements là-dessus. Mais oui. En termes d'annonces, quand les annonces non, parce qu'en fait, quand une annonce paraît sur le Bon Coin ou sur LinkedIn, de toute façon, elle apparaît. Il n'y a pas des réseaux, il n'y a pas des sites internet qui publient les annonces avant les autres. Non. Ça n'existe pas. Non, ça, moi quand je publie, c'est sur l'ensemble des job boards au niveau national, c'est en même temps. D'accord. Donc Pôle emploi n'a pas les annonces avant les autres. Non, je diffuse sur Pôle emploi comme sur les autres réseaux. D'accord. Pourquoi ne donne, alors c'est question de Carole, pourquoi ne donne-t-on jamais les raisons pour lesquelles un candidat n'est pas choisi? Jamais, non, c'est faux. Ouais. Moi, par exemple, je donne toujours les réponses. Alors, attention, les personnes qui postulent et que je n'ai pas soit au téléphone, soit que je n'ai pas reçu un entretien, dans ces cas-là, oui, j'avoue, je fais une réponse automatique de candidature non retenue. Par contre, il y a mon adresse mail. Donc, des fois, la plupart du temps, j'ai aucune réponse, bien évidemment. Dans 99% du cas, le candidat comme moi, on passe à autre chose. Par contre, des fois, j'ai des réponses. Pourquoi ma candidature n'est pas retenue? Je réponds par mail en 1 ou 2 phrases, ce pourquoi elle n'est pas retenue. Si j'ai eu le candidat par téléphone et si je l'ai eu en entretien physique, je le contacte et je lui donne l'explication concrète pourquoi je ne le retiens pas ou pourquoi l'entreprise ne le retient pas. Si, moi, toujours. Ok, très bien. Et ok, donc maintenant on passe sur la partie donc candidature spontanée. Voilà, par quoi on commence? Quand on décide. Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles? Oui. Quand on est en recherche d'emploi, encore une fois qu'on en est un ou qu'on n'en est pas, il faut faire des démarches de candidature spontanée. Les réponses aux offres, on est sur
je vais revenir plutôt sur la candidature spontanée. On est sur du marché caché. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises recrutent, mais ne diffusent pas forcément d'offres. Ils sont plus dans le fonctionnement du bouche à oreille. Les chefs d'entreprise se connaissent entre eux, notamment dans les secteurs d'activité. Moi, pour avoir démarché notamment des boulangers, j'ai un boulanger qui m'a répondu, mais vous savez, on a un commercial qui passe dans toutes les boulangeries locales. Dans ces cas-là, on l'informe qu'on est en recherche d'un boulanger et cette personne va diffuser en gros l'offre d'emploi. Et si quelqu'un est intéressé pour venir travailler, dans ces cas-là, elle va venir se présenter directement. Donc il y a une sorte de marché caché où on n'est pas forcément au courant qu'il y a des emplois disponibles dans telle ou telle société. Qui est important, le marché caché 70%. Ok. C'est même, on privilégie même le réseau avant d'aller déposer une annonce. Oui. Ok. L'annonce, c'est le dernier recours. Oui. Ok. Oui, Okay. oui. D'où le fait que le bouche à oreille, la candidature spontanée. Après, en tant que recruteur, alors du coup je travaille pour une entreprise, mais moi si je recrutais pour ma personne, je préfère une candidature spontanée qu'une réponse à une offre. Candidature spontanée, la personne a fait la démarche de vouloir travailler chez moi. Donc dans ces cas-là, c'est beaucoup plus intéressant pour moi que quelqu'un qui a répondu à une offre. Ce qui n'empêche pas que si le profil est intéressant, on reçoit la personne, c'est pas le souci. Mais en tout cas, voilà, moi je préfère quelqu'un qui va venir me démarcher, qui va être en accord avec les valeurs de ma société et qui a envie de travailler avec moi, par exemple, qu'une personne qui a répondu à mon offre d'emploi. Ok. Donc quels sont les deux... Il me semble qu'on s'était dit 2 la dernière fois, mais il y en a peut-être plus. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen de faire des candidatures spontanées? Donc je me déplace, oui. Je vais directement dans l'entreprise. Oui. Le téléphone ou l'email. Ok, donc le téléphone. Et qu'est-ce qui marche le mieux? Le physique. Se déplacer. Oui. Notamment pour les stages. Moi, je reçois par exemple des demandes de stage, par contre. Et des lettres, justement, il y a des fameuses lettres de motivation, mais je souhaiterais travailler dans votre entreprise parce qu'elle a les valeurs qui me correspondent. Aucune information sur les valeurs. Aucune information sur pourquoi elle veut travailler avec moi, quelles sont ses motivations, elle a envie de découvrir mon métier. Enfin, moi, je suis très ancienne professeure et formatrice, je suis très ouverte pour accompagner les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, dans leur démarche de reconversion professionnelle, de recherche d'emploi. Par contre, quand j'ai des demandes ultra bateau et généralistes, je réponds même pas d'ailleurs. Okay. Là oui. Et alors tiens, on va faire un jeu de rôle. Donc je débarque, donc moi je suis commercial, j'ai repéré une entreprise. Qu'est-ce qu'on a ici dans le secteur le vin peut-être dans l'Aude. Oui. Et donc j'arrive à l'accueil de la société et je dis oui bonjour, je suis commercial, je recherche un emploi. C'est la bonne approche? Non, la première accroche, c'est demander à être mis en contact avec les personnes en charge des recrutements. Première chose. La personne qui est à l'accueil, elle n'est pas forcément au courant de tout, première chose. Et deuxième chose, elle ne pourra pas répondre à vos questions. Par contre, du coup, avoir soit au préalable, de par des recherches sur Internet ou de par un coup de fil, avoir trouvé le nom, le prénom, voir les coordonnées de la personne qui est en charge des recrutements, donc le chargé de recrutement, le responsable ressources humaines, peu importe sa fonction, l'assistant de direction, par exemple, aussi dans les plus petites structures. Dans ces cas-là, c'est vers cette personne-là qu'il faut aller. Donc quand on arrive dans une entreprise, si on arrive avec déjà un nom, un prénom, ça ira beaucoup plus vite. Alors, chers auditeurs, si vous avez bien écouté ce qu'a dit Charlène, là c'est de l'or. Alors moi je savais qu'elle allait dire ça puisqu'on en avait parlé avant, mais pour toutes les personnes qui se disent mais qu'est-ce que je vais raconter quoi, je vais faire le tour des entreprises, je vais débarquer, mais comment je me présente? Franchement, il n'y a rien de plus simple que ce qu'elle vient de dire. Là, avoir les coordonnées et arriver en disant voilà, je cherche à rencontrer telle personne. Oui, non. Pourquoi? Elle va peut-être vous demander, voilà, je suis en recherche d'emploi. Pas besoin de raconter sa vie. Non, surtout pas. Personne n'a de temps à perdre. Ça, c'est carrément génial. Mais merci de nous livrer ça. Donc, on a fait candidature spontanée par mail, se déplacer physiquement, le téléphone, un peu plus complexe peut-être même le téléphone. Non, quoique, on téléphone et on demande à rencontrer la personne. Tout à fait. On est sur une prise de rendez-vous. C'est pareil, ok. Ok, et ensuite, donc il reste quoi? Alors, il est 51, il nous reste encore... On n'a pas parlé tout à l'heure, quand je reviens sur le CV, sur la photo. Oui. C'est un point important, j'ai souvent la question, est-ce qu'il est indispensable ou pas de mettre la photo? Donc, il n'y a aucune obligation de mettre la photo.
C'est conseillé, mais loin d'être obligatoire. Donc c'est au choix de la personne et ça n'a aucune importance, sauf sur certains métiers où ça peut être important. Mais j'ai envie de dire, de toute manière, si le CV est intéressant, on va chercher à rencontrer la personne. Donc la photo, oui, recommandée, mais non indispensable. Et la photo, plutôt une photo faite par un photographe professionnel? Idéalement, oui, mais c'est pas à la portée de tous, par contre. Donc, Par contre, oui, non. Oui, par expérience, j'ai vu des photos qui n'ont rien à faire sur un CV professionnel. Hein. Donc il vaut mieux pas mettre de photos. Vaut mieux pas en mettre que mettre les selfies avec la bouche en cœur. Okay. Oui, on en voit. Ou sinon, la photo sur le décolleté aussi. Voilà. Donc le réseau, donc on en a parlé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres réflexes à développer, d'autres stratégies à développer concernant le réseau? Rester en veille. Rester en veille sur le marché du travail local déjà. Garder des contacts, être bavard. Quand on est en recherche d'emploi, il faut être bavard, il faut le dire. Du coup, des fois, ça peut faire son petit bout de chemin. C'est pas forcément dans l'immédiat. On va peut-être pas faire une proposition dans l'immédiat. Par contre, c'est des personnes qui vont parler à des personnes. Voilà, le fameux bouche à oreille peut faire son effet. Donc être bavard autant dans son réseau professionnel que dans son réseau personnel. Ok, très bien. Alors, on va juste repositionner la caméra. Donc là, on a fait quand même le tour. On a délivré la promesse, c'est-à-dire que tu nous as donné vraiment les points essentiels pour trouver le travail de ses rêves. Comment est-ce qu'on te contacte maintenant si on veut faire appel à tes services, soit si on est chef d'entreprise? Alors pour les personnes qui recherchent un emploi, est-ce que ça vaut le coup est-ce que tu travailles avec elles? Est-ce qu'ils te contactent ou c'est pas tellement ta partie? C'est pas forcément ma partie. Moi, encore une fois, je fonctionne à la demande de l'entreprise. Par contre, sur des profils pénuriques, alors pour être clair, les profils pénuriques, on est énergie renouvelable, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On est sur des profils en comptabilité aussi. Donc là, oui, on peut chercher à se mettre en avant et démarcher un recruteur parce que c'est une personne qui va pouvoir, en fonction de ses clients, du coup, trouver un emploi. Mais sinon, on est plus sur du fonctionnement à la demande. Ok. Donc on te contacte via le Mercato de l'emploi? Alors, site internet, en effet. Charlène Chirouz. Voilà, okay. Charlène Chirouz, cabinet de recrutement Narbonne. Du coup, on a ma page internet avec mes offres d'emploi disponibles. Numéro de téléphone. Moi, j'aime bien le contact direct, donc il ne faut pas hésiter à m'appeler. Et après, le contact mail. Mais justement, après, j'ai un LinkedIn également. Okay. Donc voilà, LinkedIn, adresse mail, numéro de téléphone et j'ai une page internet bien évidemment où mes coordonnées sont facilement trouvables. Ok. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as apporté de plus? J'ai encore d'autres questions, mais je te laisse la main. Je dirais peut-être sur l'entretien. Du coup, l'entretien de recrutement, être spontané, naturel. Justement, ne pas chercher à se vendre à tout prix. Parce que moi, des fois, j'ai dû refuser des candidatures suite à un entretien. Et encore une fois, on a eu la réponse tout à l'heure, mais moi, je le dis de suite, si je ne vais pas retenir la personne. Et je lui explique pourquoi. Mais des fois, c'est rendre service. Il faut comprendre que c'est aussi rendre service à la personne que de lui refuser de proposer sa candidature. Quand on sait... Donc on connaît l'entreprise, quand on connaît le candidat, son parcours, sa personnalité. Si on ne présente pas, c'est qu'il y a une raison. Elle est pour le bien des deux parties, quelque part. Donc il faut être naturel et spontané lors des entretiens pour que le recruteur soit à même de savoir si ça va matcher entre les deux parties. Ok, très bien. Bon, mais merci beaucoup, Charlène. Merci, avec plaisir. On voit ta passion oui. pour ce sujet. Merci pour tes conseils super pratiques. Il y aura encore plein de questions, hein, finalement. Tu parlais de l'entretien, de la capacité de négociation du salaire, est-ce qu'on évoque le salaire à l'entretien, etc. Indispensable. Il ne faut pas de surprise. Et pourquoi on voit quand même encore très peu d'entreprises qui, quand elles diffusent les annonces, n'indiquent pas le salaire. Bon, il y a tout un tas de questions. Cette raison-là, je peux y répondre. Moi, en tout cas, si sur une offre, il n'y a pas le salaire, c'est qu'il est négociable en fonction du profil. Et c'est réel. Des fois, on dit oui, il n'y a pas le salaire, et il y a écrit selon profil. Mais concrètement, c'est vrai. C'est qu'un profil débutant ou un profil expérimenté, on ne va pas lui proposer le même salaire. Donc, c'est difficile de proposer un salaire dans une annonce, des fois. Attention. Ok.
Bon, bien, écoute, bonne continuation. Merci, avec plaisir. Et, voilà, on te souhaite beaucoup de super recrutements. Merci beaucoup. Et puis, on se reverra certainement très bientôt. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci encore, Charlotte. Au revoir. Ciao. Allez, on va faire une interséquence, comme tout à l'heure. On remet la musique, si ça veut bien.